Salam, bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Aujourd'hui, je reçois Monsieur Fouad Haïdar. Alors c'est assez particulier parce que Monsieur Haïdar a fait un nouveau parti qui s'appelle Team Fouad Haïdar et il se présente en tant que tête de liste dans la liste 19 de la région Bruxelles-Capitale. Alors c'est un parti qui se présente à trois endroits, au fédéral, au régional du côté de Bruxelles et au régional du côté flamand. Bonjour, salam alaikum Fouad. Walaikum salam, merci Oussama pour cette invitation. Barakallahu fik. J'aimerais que tu te présentes en nous expliquant un peu ton parcours, parce que je t'ai toujours connu du côté du SPA. Qu'est-ce qui s'est passé? Écoutez, d'abord le parcours, c'est pas que le SPA, mais bon, je vais être très court par rapport à ça, oui. Donc le SPA, c'est le PS du côté néerlandophone, tout à fait. flamand. Donc mon nom est Fouad Haïdar, donc j'ai 51 ans, je suis marié, j'ai 5 enfants, j'habite à Bruxelles, je suis né à Mechelen-aan-Malines. J'ai fait une partie de ma scolarité en français et une partie en néerlandais. J'ai travaillé longtemps en tant que responsable d'une maison de jeunes à Molenbeek-Saint-Jean, à la rue de Menin, à Place des Tournois, qui est reconnue par l'AJ. Là, j'étais responsable du service social pendant les 2 dernières années. Et entre-temps, je me suis spécialisé en droit des étrangers. Donc, j'avais l'occasion de non seulement d'aider les gens individuellement, mais aussi, après cette spécialité, j'ai commencé à accompagner des gens. Et en 99, j'ai rencontré une personne qui est venue m'engueuler à la maison de jeunes pour une question de subside. C'était pas très clair ce qu'il voulait. Et donc, je lui ai demandé de quitter. Et tout d'un coup, ce ministre m'invite une semaine plus tard pour me dire, écoute, je voudrais quand même vous voir parce que c'est vrai qu'on est parti avec un froid, mais j'ai vérifié, vous avez quand même raison. Et j'ai trouvé sympathique qu'un ministre descende de son ego. C'était à ce moment-là Vicancio, qui est entre-temps décédé. C'est le père de Bertancio, qui était ministre à ce moment-là de la jeunesse et qui nous subventionnait. C'était quel parti? C'était à ce moment-là ID21. C'était Spirit. On avait appelé ça Spirit parce qu'à un moment donné, il y avait les gens. Il y avait un groupe qui a créé le Vox-Uni ID21 et un groupe qui était avec Spirit. Et moi, j'étais avec le groupe de Spirit qui était Bertancio à ce moment-là. Mais pour la petite histoire, c'est que Bertancio, quand j'ai vu Vicancio, il m'a proposé de me mettre sur sa liste. Pour vous dire le destin d'une dispute qui a duré 25 secondes, fait qu'aujourd'hui, 25 plus tard, je vous parle et que je suis en politique. Puisque après ça, il m'a proposé de me mettre sur une liste à Bruxelles, justement parce que déjà en 99, l'extrême droite risquait de bloquer Bruxelles. Et il cherchait tous des gens politiques. Qu'est-ce que ça veut dire bloquer Bruxelles? Ça veut dire qu'aujourd'hui, il faut savoir qu'à Bruxelles, les groupes linguistiques il y a 2 groupes. Il y a le groupe linguistique néerlandophone et le groupe linguistique francophone. Et pour les 2 groupes, il y a un minimum de sièges qui a été garanti. Donc, j'aimerais bien qu'on revienne là-dessus. Donc à Bruxelles, les gens peuvent voter pour des partis francophones et des partis néerlandophones. Tout à fait. C'est quoi à peu près le pourcentage d'une manière générale? Le pourcentage, parfois, certains me disent que c'est ridicule, mais le pourcentage, il est là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au moment quand ils ont créé la région de Bruxelles-Capitale, les néerlandophones ne représentent que 10 à 12% de la population. D'accord. Et donc, 90% sont des francophones, 10% sont des néerlandophones. Comme Bruxelles se trouve en Flandre, parce que beaucoup de gens pensent que Bruxelles elle a un statut à part, mais non, elle est située en Flandre. Et donc, ils ont créé la région de Bruxelles-Capitale, et la preuve, c'est que Bruxelles n'a aucune frontière avec la Wallonie. Et donc, quand ils ont créé la région de Bruxelles-Capitale il y a 35 ans, ils ont dit, OK, il n'y a pas de problème, vous allez avoir un statut tout à fait indépendant, mais comme nous ne sommes que 10%, nous voulons 50% des pouvoirs. Ça veut dire qu'aujourd'hui, à Bruxelles, il y a 17 élus néerlandophones et 72 francophones. S'il n'y a pas 9 élus néerlandophones et 37 francophones, on ne peut pas faire de gouvernement. Il faut une double majorité de chaque groupe linguistique. Donc il faut 9 élus néerlandophones et 37 francophones pour pouvoir former un gouvernement. Donc c'est ça le gouvernement de la région Bruxelles-Capitale. Ça veut dire, je vous donne un simple exemple. Par exemple, les Groen, la dernière élection, ont eu 14 000 voix dans tout Bruxelles. Ils ont 4 sièges. Le SPA Voreux, par exemple, ils ont eu 3 sièges, avec 10 500 voix. Alors le VLD, ils ont eu 11 000 voix. Par exemple, Groen, c'est l'équivalent d'Écolo. Écolo, ils ont combien de voix pour avoir 4 sièges à peu près? Non, ils n'ont pas eu 4 sièges, ils ont eu beaucoup plus. Mais il faut compter plus ou moins 4 à 5 000 voix par siège. Donc ça veut dire qu'un vote du côté néerlandophone compte beaucoup plus qu'un vote du côté francophone. Il faut considérer une proximative de 1 vote néerlandophone vaut 4 votes francophones. Ça veut dire qu'aujourd'hui, c'est pour ça que les chiffres sont moins nombreux, mais l'impact est beaucoup plus important. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui,
On prend un simple exemple, par exemple Vorreut, ou le SPA sur lequel parti où j'étais. Donc SPA, c'est devenu Vorreut. Vorreut, ils ont 10 500 voix au total. 10 500 voix, ça veut dire que tous les Bruxellois peuvent voter pour eux. Tous les Bruxellois. Francophones, néerlandophones, tu choisis. C'est comme quand toi, en tant que père de famille, tu es inscrit tes enfants dans une école néerlandophone ou dans une école francophone. Tu es libre du choix. Ça veut dire qu'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on avait comme compétence? Ça veut dire qu'on avait toute la politique de l'urbanisme à Bruxelles, tout l'urbanisme à Bruxelles, toute la question du patrimoine, toute la politique des pompiers et des matières d'urgence, tout la revitalisation des quartiers, toute la politique extérieure et les relations internationales. Toutes ces compétences avec 10 500 voix. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a 35 000 personnes, c'est-à-dire 11 000 du VLD, 10 500 du SPA et 14 000 voix de Groen, avec 35 000 voix, ils ont autant de ministres que les 200-300 000 francophones. C'est simplement qu'on n'est pas en train de dire francophone et néerlandophone. Juste pour rappeler, ta liste, elle se présente du côté du groupe linguistique néerlandais. Pourquoi? Et ce qui est bien, c'est qu'on est dans le même écran. Ça veut dire que vous ne devez pas vous casser. C'est pour ça que les gens parfois me posent la question de dire mais Fouad Haïdar, pourquoi taper ta liste Team Fouad Haïdar, par exemple? Beaucoup me posent la question. Je dis ouais, parce que c'est vrai qu'on pourrait penser que c'est prétentieux. Prétentieux ou ça peut être orgueilleux, chacun comment il le voit. Je te pose la question, c'est vrai que c'est une bonne question. Mais c'est pour dire simplement qu'aujourd'hui, il était difficile quand j'ai démissionné et que quand j'ai décidé au mois de décembre de créer mon propre parti, c'est-à-dire le 7 décembre, j'ai dû créer un nouveau parti. Comment faire savoir que ce parti est bien le parti où Fouad Haïdar est actif? Et donc, il était impossible de trouver un nom. Et moi, je n'ai pas les moyens financiers pour financer une grosse campagne de communication par rapport à ça. Et donc, un ami qui a un bureau de communication m'a dit écoute Fouad. Il m'a dit flyer.be, c'est flyer. On sait qu'ils font des flyers. Il m'a dit quand on voit Fouad Haïdar, on te voyait, on sait que c'est Fouad Haïdar. Qu'on t'aime ou qu'on t'aime pas. Qu'on t'apprécie ou qu'on t'apprécie pas. Ou qu'on a une vague idée de qui tu es, on sait que tu es Fouad Haïdar. Donc cette masse-là, tu l'as déjà. Puisque toi, tu es un parti qui cherche 15 à 20 000 voix à Bruxelles. Tu ne cherches pas 100 000 voix. Tu vois? Et donc déjà, par ton nom, tu peux déjà rassembler beaucoup de monde. Et donc, aujourd'hui, il suffit de... Toi, tu travailles sur ton nom, soit sur le numéro de la liste. On a aujourd'hui la liste 19. Et donc, il fallait chercher des candidats. Donc, l'ensemble des candidats, les 17 élus, les 17 personnes qui sont sur la liste, les 25 candidats qu'on a au fédéral, doivent rassembler un certain nombre de voix. Au fédéral, on cherche entre 50 et 60 000 voix. C'est tout Bruxelles. On cherche au niveau de Bruxelles, on cherche entre 15 et 20 000 voix. Et pour la Flandre, on cherche 10 000 voix. Et 15, 20 000 voix pour avoir combien de sièges, à peu près? 4 sièges. 4 sièges. Ça nous permettrait, en tout cas, à moins que les autres se mettent à 5 et disent on met tous les partis ensemble et on bloque Fouad Haïdar. Moi, je ne suis pas l'extrême droite. Mais justement, s'ils nous considèrent comme l'extrême droite, ça, c'est une autre histoire. Parce qu'effectivement, le fait qu'ils disent que Fouad Haïdar, on n'a pas de problème, comme j'entends certains, ils disent nous, on n'a pas un problème avec Fouad Haïdar en tant que tel. On a juste un problème avec ses positions religieuses. C'est un gars qui s'occupe du... D'ailleurs, pourquoi est-ce que tu fais plus partie du parti Vorreut? Qu'est-ce qui s'est passé? Non, le problème de Vorreut, c'est qu'il y avait d'abord une discussion sur l'abattage. Moi, j'ai jamais eu de problème avec le Vorreut. Vorreut, on a toujours travaillé ensemble. Justement, c'était un des premiers partis qui a accepté de faciliter le travail aux filles qui portent le hijab. Et donc, on avait, même si en Flandre, c'est une autre discussion, mais à Bruxelles, moi, j'ai jamais eu de problème. Et j'ai encore des bons contacts avec beaucoup d'entre eux. Et malheureusement, d'autres, c'est parti un petit peu en bagarre, mais ça, c'est pas grave. Quand le président a décidé qu'il fallait voter contre l'abattage rituel, j'ai dit, écoutez, il voulait qu'on impose l'étourdissement à chaque animal, aux animaux qui soient tués ici à Bruxelles. Nous, on est des musulmans. On pose la question, d'abord, on a posé la question à nos imams, on a posé la question à des vétérinaires, on a posé des questions à des neurologues, et on a posé des questions avec ceux qui ont l'importance de ça, c'est-à-dire les boucheries, voir un peu l'impact économique. Et donc, on a pris un ordre utile. Ce qui est beau dans tout ça, c'est qu'on a découvert que les neurologues eux-mêmes nous disaient que c'était la méthode la plus rapide et la moins pénible pour l'animal quand on faisait la saignée. Ça, ils le savent ou pas? Ils le savent, on l'a dit, on l'a redit. On l'a dit, on l'a redit, mais quand on ne veut pas le voir, on ne veut pas le voir. S'il y a des abus, oui, il y a des abus. Il y a des gens qui maltraitent les animaux. Mais nous aussi, en islam, on n'accepte pas que les animaux soient maltraités. Est-ce qu'aujourd'hui, à Bruxelles, on a des chiffres catastrophiques sur la violence faite aux femmes? Il y a 20% de femmes qui sont violentées à Bruxelles. Est-ce qu'on va interdire le mariage? Est-ce qu'on va interdire le mariage? Parce qu'effectivement, des animaux sont maltraités dans un abattoir X ou YZ, au lieu de mettre des mécanismes de contrôle, on va interdire tout le monde. Et on va dire, ah non, l'étourdissement, il faut étourdir avant d'égorger parce que la personne le fait mal. Vous savez, aujourd'hui, il y a un débat qui est plutôt idéologique. C'est un peu comme la voiture. Le débat chez Écolo, c'est un truc idéologique. Ils détestent la voiture et donc plus personne ne roule en voiture. Est-ce que ça, c'est... Parce qu'on dit souvent, on parle beaucoup de good move d'Écolo.
est-ce que ce soit écolo à notre parti, ça aurait été à peu près pareil? Enfin, je veux dire, c'est une tendance européenne d'une manière générale. Écoutez, je pense que on nous a appris qu'avoir une voiture, c'était un luxe, ou on montre qu'on a un peu de richesse. En fait, aujourd'hui, moi, quand je roule à vélo, je me pose la question, je me dis, ah, tu es président du Parlement et tu roules à vélo? Ben oui, je roule à vélo. Moi, le plus important, c'est de partir d'un point A à un point B le plus vite possible, de bouger un petit peu. Je m'arrête là où je veux, je ne me casse pas la tête pour stationner, mais il y a une facilité incroyable. Moi, je dis toujours que le vélo électrique, avec la machine à laver, je crois que c'est la meilleure création du XXe siècle. Mais pour faire ses courses, pour faire des longues distances, etc., la voiture, c'est quand même... Quand c'est utile, on peut utiliser les véhicules. Il y a les véhicules partagés, ainsi de suite. Mais moi, je n'ai pas contre le véhicule. Au contraire, il y a des gens qui ont besoin de leur voiture. Et on doit circuler librement à Bruxelles. Mais la manière dont Good Move a été impliqué dans les communes, c'est une catastrophe. La question n'est pas de savoir si on a pris des décisions à un moment donné. La question est de savoir si on pense que la décision est bonne. Mais quand on veut l'appliquer qu'elle n'est pas bonne et qu'elle a un impact négatif sur les Bruxellois et sur notre vie économique bruxelloise, il faut l'arrêter, il faut faire marche arrière. Arrêtons de forcer. Quand on voit que ça ne fonctionne pas, ne forçons pas. Arrêtons les choses. Revenons sur nos décisions. Les communes ont dû l'implanter. La région devait décider. Mais c'est les communes qui doivent l'implanter. Et malheureusement, des communes ont fait des mailles énormes. C'est-à-dire que tu dois faire un tour complet pour pouvoir revenir à ton point de départ. Si tu as le malheur de te tromper parce que tu as oublié juste des clés, tu es foutu, tu es parti pour un quart d'heure, 20 minutes. Où est-ce qu'on va? Est-ce que le but, c'était de faire que les gens puissent se déplacer d'un point A à un point B pour la même distance avec moins de temps ou plus de temps? Qu'est-ce que Alors vous aujourd'hui... Qu'est-ce que vous proposez pour... Moi, je pense que le Good Move doit être complètement revu. Aujourd'hui, on l'a dit, c'est ce qui est Good Move est devenu Bad Move. Okay? Aujourd'hui, il faut motiver les gens à moins utiliser leur véhicule, ça c'est clair. La vélo électrique peut être une alternative, la voiture partagée peut être une alternative. Mais ce qu'on fait aujourd'hui... Les gens vont vous dire que c'est peut-être trop cher ou pas assez efficace. Qu'est-ce qui n'est pas efficace? Les voitures partagées. Non, franchement, le vélo électrique, peut-être que pour beaucoup de gens, c'est encore assez cher. Non, vous avez raison, mais tout ça, c'est des accompagnements qu'on doit faire. C'est des primes qu'on doit octroyer aux gens. Je pense que déjà, en commençant avec l'abonnement, le faire démocratiser le plus possible, déjà pour les Bruxellois, il n'y a pas de raison que... L'abonnement transport public. Transport public, moi, je pense que les Bruxellois, et je reviens là-dessus pour dire qu'il ne doit être pas gratuit pour tous, il doit être gratuit pour les Bruxellois. Moi, je ne vois pas pourquoi quelqu'un qui vient travailler dans une entreprise bruxelloise, le patron peut la déduire de ses impôts. Je ne vois pas, par exemple, pourquoi est-ce que cette manne d'argent devrait être utilisée pour offrir la gratuité à des gens qui paient leurs impôts dans leur commune. Des gens, vous savez très bien, il y a entre 7 et 800 000 personnes qui viennent travailler tous les jours à Bruxelles, qui viennent prendre leur argent ici à Bruxelles, mais qui paient leurs impôts dans leurs régions respectives. Et là, ça pose un gros problème. Et donc, je pense que déjà, offrir le transport gratuit, de pouvoir donner des primes pour acheter des vélos électriques, de permettre aux gens de pouvoir stationner gratuitement quand il le faut, parce que on voit bien que c'est un massacre. Aujourd'hui, c'est un hold-up. On voit les prix que les communes imposent. On voit comment Bruxelles Parking impose des tarifs entre 20, 25 jusqu'à 35 euros parfois, les horaires décalés. Je pense que les Bruxellois sont les dupes de toutes ces histoires. Aujourd'hui, on doit faire la part des choses entre ceux qui habitent à Bruxelles et ceux qui viennent consommer à Bruxelles et qui paient leurs impôts à l'extérieur. Je pense que nous avons des moyens financiers, mais on ne doit pas les jeter à dos bord. Qu'est-ce que vous répondez aux gens qui vous disent, ou qui peuvent vous dire, j'imagine que c'est des questions qui peuvent se poser, votre parti est peut-être un peu trop religieux? Écoutez, on a un programme, si les gens savent lire, il y a un programme, il y a plus de 200 pages, on parle de tout. Vraiment, quand on discute, quand on a commencé le programme, on a d'abord parlé de la collectivité. La collectivité, c'est-à-dire tous les Bruxellois. Et puis on a élargi aux Belges. Aujourd'hui, les Bruxellois, on sait très bien que les chiffres sont catastrophiques. On voit qu'il y a 50 000 personnes qui attendent un logement social. C'est-à-dire que c'est des gens qui sont dans une situation de risque de précarité ou déjà de précarité qui attendent un logement. On voit que 2,5 millions de personnes en Belgique, quand on parle des chiffres belges, 2,5 millions de personnes prennent des antidépresseurs. 2,5 millions en Belgique. De personnes belges prennent des antidépresseurs en Belgique. C'est des chiffres catastrophiques. Les gens n'ont pas confiance en eux, les gens sont malades, les gens sont dépressifs, les gens sont pas bien dans leur peau, ils sont dans le stress constant, la fin du mois leur fait peur, quand ils arrivent au payer leur loyer, les gens sont dans un stress constant. Le fait de prendre son véhicule, déjà, vous parliez de Good Move tout à l'heure, les gens stressent déjà. Mais ça, c'est pas Good Move, ça existait déjà avant. Non, mais je parle du stress, que chaque catégorie de gens a un stress. Ouais. Aujourd'hui, moi, si j'ai abandonné mon véhicule, et de partir à vélo, et tant mieux que je l'ai abandonné, rien que le fait de me lever le matin et de penser que je vais devoir passer au rond-point Simonis, je deviens fou. Donc, vous savez, le stress, c'est quelque chose qui vient comme ça. C'est parfois des détails, mais c'est ces petits détails qui gâchent votre journée. Et donc, je me dis aujourd'hui, voilà, je dis, quand on regarde notre programme, on a un programme qui est ouvert à tous. Mais aussi, pour cette communauté musulmane.
Vous allez trouver des discussions sur l'harcèlement, vous allez trouver des discussions sur la politique du logement, sur le pouvoir d'achat, sur la sécurité, la propreté. On a vraiment décortiqué point par point. On a discuté avec les Bruxellois, on a demandé des amendements, on a fait lire à des gens de tous les niveaux, que ce soit une personne avec un handicap, qu'il soit lourd ou plus léger, que ce soit des gens qui accompagnent des personnes qui sont en situation de handicap, que ce soit des gens qui ont des problèmes de logement ou de pauvreté. Vraiment, on a élargi les choses. On a parlé avec des entrepreneurs, des indépendants, qui vous disent, voilà, ça c'est nos doléances, on veut continuer à vivre à Bruxelles, on veut continuer à travailler à Bruxelles. Mais à côté de ça, on est aussi là pour les musulmans. Et donc, aujourd'hui, on leur dit, nous avons un projet positif. Mais si demain vous nous embêtez avec la question du hijab qui est gratuit, parce que c'est une volonté politique, de permettre à des filles de pouvoir travailler, soit avec un hijab, soit avec quelqu'un avec une kippa, ou avec une croix. Nous, ça ne nous pose aucun problème. Nous, la seule chose qui doit être neutre, c'est le service rendu à la population. Il n'y a personne qui est neutre. Service rendu à la population. On voit les policiers, ils sont tous habillés avec des costumes bleus, ils sont tous habillés avec le même costume, ils ont tous un képi, mais si c'est un raciste, non seulement je ne vais pas le voir, mais quand je vais arriver au commissariat, je vais le sentir. Donc la neutralité n'existe pas. C'est le geste, la neutralité n'existe que dans le service rendu à la population. J'ai vu d'ailleurs dans le programme, les premières choses que vous mettez, c'est pouvoir d'achat et logement. Oui, tout à fait. Pourquoi c'est les premières choses? Mais parce que quand on regarde le baromètre de la pauvreté à Bruxelles, ou en général en Belgique, mais notamment à Bruxelles, parce qu'on ne va pas comparer les régions, peut-être la région Wallonne, il y a une situation qui est plus catastrophique, mais le pouvoir d'achat à Bruxelles est catastrophique. Et on voit effectivement que les gens ont de moins en moins de parts qu'il leur reste à la fin du mois. Et la discussion, elle est là aujourd'hui. C'est que la situation d'il y a 10 ans, avec le même salaire, même quand on voit l'inflation et quand on voit les index qu'on met en place, on voit qu'il y a une différence énorme. Aujourd'hui, si c'était un tiers de ton loyer, aujourd'hui la moitié, si pas plus, passe en loyer, électricité, chauffage, qui sont les bases principales. Aujourd'hui, l'Internet, ce n'est plus un luxe. Parfois, les enfants en ont besoin même pour faire leurs devoirs. Et donc aujourd'hui, quand on fait le total de ça, parce qu'il faut qu'on paye son eau, il y a l'électricité, il y a le chauffage, il y a l'eau, il y a l'Internet, le loyer en lui-même, entretenir un petit peu sa maison, tu vois, ça coûte une certaine somme d'argent. Et on constate que la part elle devient de plus en plus grande. Donc moi, je pense que s'il y a bien une chose sur laquelle on doit travailler, c'est sur l'allocation généralisée du loyer. C'est-à-dire, moi, j'avais fait une proposition à Bruxelles. On a une allocation loyer qui permet à des gens... Tu l'avais fait sous le nom d'un parti à l'époque? Oui, on l'avait fait via notre parti, mais je veux dire que toutes les propositions que j'ai faites, moi, j'ai été membre d'un parti pendant... Non, ce que je voulais dire, c'est... ensemble avec... membre de Voreut. Oui, on doit être membre du Voreut, mais le Voreut, aujourd'hui, il n'y a pas eu que du mauvais. Je veux dire, tu ne restes pas avec quelqu'un juste parce que je suis resté avec quelqu'un. Aujourd'hui, si le jour où j'ai annoncé que je vais me séparer d'un parti politique, les gens étaient étonnés. Parce qu'ils voyaient que j'avais une certaine liberté, sauf pour la question de l'abattage. Ils se sont dit, mais qu'est-ce qui se passe? Au fait, quand tu es dans un parti politique, c'est comme une relation entre toi et ta femme. Moi, si je vais aujourd'hui, alhamdoulilah, je vais très très bien avec mon épouse. Si je vais demain aller chez ma mère... Qu'Allah vous garde. Voilà, Amin. Mais justement, si maintenant je dois aller chez ma mère et lui dire, maman, je vais divorcer, ma mère ne va jamais me croire. Elle dit quoi? Mais tu es la meilleure femme du monde. Mais moi, chère maman, je ne te raconte pas mes problèmes. Je ne te raconte pas que de temps en temps, on a des soucis. Et je fais un doigt pour les gens qui nous... Et qu'Allah vous accorde d'avoir un époux et une épouse pieuse. Inch'Allah, ya Rabbi Amin. Et tu vois, c'est pour te dire qu'après 30 ans, moi j'ai 30 ans de mariage, je veux dire, aujourd'hui, on veut éviter. Moi, je suis arrivé à un âge où, en tout cas, ma mère est arrivée à un âge, je n'ai pas besoin de lui rajouter des problèmes. Je veux te préserver, ma chère maman. Tu es arrivé à cet âge, tu as dit qu'il il faut qu'on l'enlève. Tu vois, on doit te retirer. C'est pour ça que je dis souvent, quand on est 8 frères et sœurs, par exemple, si on a un d'entre nous qui n'est pas bien, ma mère, elle n'est pas bien. Je peux la mettre dans un château. Je peux lui apporter, je peux la mettre tous les mois s'il faut. Mais elle, tout ce qu'elle sait, c'est qu'un de ses enfants n'est pas bien. Donc, alhamdoulilah, c'est grâce à ça qu'on a tenu une famille solide. Et on est 8 frères et sœurs. Et donc, si mes frères et sœurs voient que je ne suis pas bien, ils sont les premiers à venir me soutenir. Et vice-versa. Parce que ma mère, son bonheur, c'est de voir ses enfants bien. Si on a un qui n'est pas bien, elle n'est pas bien. Et donc, du coup, pour le logement, vous avez des propositions aussi? Parce qu'on a parlé de pouvoir d'achat. Sauf le logement, pour nous, ce qui est intéressant, c'est qu'il faut savoir qu'après le Covid, on a constaté, enfin, on avait déjà les chiffres, mais il y a comme ça un délaissement de tout ce qui est bureau. Beaucoup de gens travaillent à la maison, ils ont découvert que le télétravail était important, il n'était pas nécessaire d'avoir des grands espaces. Et puis, les bureaux, avant, c'était pouvoir sortir des dossiers de tel et de tel. Aujourd'hui, nous avons des archivages, nous avons tout est digitalisé, donc ça veut dire que le dossier d'une personne peut être suivi de chez lui à la maison. Aujourd'hui, quand on avait des rangées, des armées d'armoires l'un à côté de l'autre, aujourd'hui, tu as un PC qui fait ça et il y a tout dedans. Et donc, aujourd'hui, on a plus de 1 million de mètres carrés de bureaux qui sont inoccupés à Bruxelles. Les gens reviennent quand même au bureau.
Non, non, je veux bien croire, mais en tout cas, les chiffres que nous avons, qu'on revienne au bureau ou pas, donc le travail est partagé, c'est-à-dire qu'ils viennent 2 jours peut-être au bureau, ou bien ils viennent 3 jours au bureau, mais il y a toujours un équilibre qui se fait. Mais tout ce que je peux vous dire, que sur base des chiffres aujourd'hui que nous avons plus d'1 million de mètres carrés de bureaux qui sont inoccupés à Bruxelles. On n'a pas besoin de ces bureaux. C'est transformable très rapidement en logement. Et justement, s'il y a un problème à Bruxelles, c'est les logements 3 chambres, 4 chambres et 5 chambres qui manquent. Aujourd'hui, on pourrait transformer des bureaux de 100 mètres, 200 ou même plus, peut-être pas des lofts, mais de grands bureaux. Est-ce que ça s'est déjà fait? Oui, c'est déjà fait. Et malheureusement, il y a des exemples. Il y a plein d'exemples, mais ça se transforme en loft, ça se transforme en truc un peu chic. Et donc, c'est un peu une niche de gens qui l'utilisent. Non, nous avons actuellement plusieurs bureaux qui ont été transformés. Et c'est le programme qui a été mis en place par le gouvernement. Dans le plan urgent logement, c'était prévu de transformer un certain nombre de bureaux en logements. Et ça fonctionne très, très bien. Ça a été lancé à Anvers. Il y avait des tours complètes qui ont été transformées en logements. Et donc, les adaptations sont tellement fines. Ça s'est déjà fait à Anvers. Ça se fait à Anvers, ça se fait aussi à Bruxelles. À Bruxelles, ça existe aussi. Je veux dire, on transforme. Pourquoi garder ces tours de bâtiments alors qu'on pourrait créer des logements? Sauf que souvent, ça a été des logements très chics, un peu loft, parce que c'est des espaces très grands, 200 mètres carrés, 250 mètres carrés. Aujourd'hui, on peut très bien transformer des logements de 200 mètres carrés, enfin des bureaux de 200 à 250 mètres carrés, soit autre logement de 80 mètres carrés, parce que bon, il faut quand même des espaces de couloir. Donc aujourd'hui, c'est possible, c'est faisable. Alors, il y a ce programme qui a été mis en place. Il y a des clés sur porte qui a été fait, c'est-à-dire que la ministre a acheté quand même plusieurs logements clés sur porte qui ont déjà été construits, donc payer le prix avec un petit bénéfice pour celui qui les a créés. Il y a les AIS, Agence immobilière sociale, beaucoup de gens n'osent plus louer parce qu'ils ont des pertes locatives. Moi, je donne juste l'exemple. On a par exemple un logement avec 3 chambres, une maison avec 3 chambres, avec 3 appartements. Eh bien, l'AIS, l'Agence immobilière sociale, qui va chez eux, tu leur dis, écoutez, voilà les clés. Voilà quel montant vous allez me donner. Ils vous disent, on vous donne cette maison, par exemple, si vous la gérez vous-même, ça vous rapporte 2100 € par mois. Eh bien, nous, on vous donne 1800 € par mois, monsieur, mais vous n'avez aucun souci. Et votre logement est loué pendant 9 ans. Et ça a créé toute une dynamique. On a créé des milliers de logements grâce à ça. Parce que les gens, ils savent qu'ils n'ont aucun autre partenaire que l'État. On est sûr de ne pas avoir de mois vacants. Ça veut dire que tous les mois seront payés, que le logement est vide ou pas. Que ce soit des brutes qui habitent dans ce logement ou ce sont des gens très propres, peu importe. On a un état des lieux au début. Après 3 ans, 6 ans, 9 ans, tout dépend du contrat, on fait un nouveau état des lieux. Ce qui est de l'usure, c'est de l'usure. Ce qui n'est pas de l'usure, on vous le rembourse ou bien on le répare. Et donc aujourd'hui, beaucoup de gens prennent cette méthode-là. Ils perdent un peu d'argent, mais au bout du compte, quand tu regardes, tu te retires tout souci. C'est eux qui s'occupent de tout. Tu ne dois pas chaque fois les contrôler si le locataire a bien son assurance incendie, s'il a bien nettoyé sa chaudière, s'il respecte le bruit avec le voisin. Vous savez, avoir des locataires, c'est très compliqué. Moi-même, j'ai des locataires à Gand. Quand ils m'appellent, oui, j'ai un problème avec celui-là, c'est pour devenir fou. C'est pour devenir fou. Et donc, gérer via les AIS a permis de créer des milliers de logements complémentaires que des gens disaient non, je ne veux pas m'occuper des locataires, je veux avoir un seul partenaire. C'est que tous les mois, je vois que mon argent est sur mon compte. C'est tout. Est-ce que vous avez un mot à dire? Parce qu'en parlant de logement, dans la communauté musulmane, il y a un problème qui revient souvent, c'est l'achat d'une maison principale à crédit. Ouais. Est-ce qu'il y a des alternatives qui existent pour ne pas rentrer là-dedans ou pas? Non, moi, des alternatives, je l'ai déjà dit plusieurs fois. Je pense qu'aujourd'hui, les alternatives, elles existent, mais elles sont à l'étranger. Et donc, ils nous disent qu'on parle du crédit islamique, musulman, chacun l'appellera comme il voudra. Je ne sais pas ce qui est halal ou ce qui est haram. Moi, je ne suis pas imam. Ce que je sais, c'est qu'il y a des banques qui, apparemment, eux, achètent le bâtiment. Le problème, c'est que la règle, il faut la changer parce que les banques n'ont pas le droit d'acheter. En fait, je vous dis ça parce qu'à un moment donné, j'avais lu, je ne me rappelle plus, c'était quand? Oui, crédit 0%. Crédit 0%, oui. C'est moi qui l'ai lancé. D'accord. Malheureusement, ils n'ont jamais accepté. Et quand je dis crédit 0%, ça veut dire qu'aujourd'hui, quand on regarde, il y a des gens qui attendent depuis 5, 7, 8, 10 ans le logement social. Et on sait très bien qu'avec 4, 5 enfants, il n'y a pas de possibilité pour les servir. Alors, est-ce qu'il est possible de faire une expérience que pour ces gens qui rentrent dans certaines conditions, de leur permettre de pouvoir acheter à 0%? On sait très bien que 0% n'existe pas. Mais on s'approche le plus proche à ce qui est illicite. Alors, il y a des tendances religieuses qui disent que quand c'est ta première maison, qu'il y a darura, qu'on est bloqué, on permet d'acheter. La maison principale. Pour la maison principale. D'autres disent non, c'est haram, point à la ligne. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on peut créer une dynamique qui permettrait, via le fonds du logement, que les fonds du logement achètent ces maisons
et la revendent après à un prix résiduel à la personne qui... On fait que c'est un prix au départ, donc on paye tous les mois. Et à la fin, tu peux racheter ton part. Comme on fait avec les rétals ou les rétiales quand tu achètes une voiture. Ah, donc entre guillemets, c'est une location. C'est une sous-location qui te permet à la fin d'acheter. Donc, ça permettrait de renouveler quand même le bâti, puisque la personne, c'est un logement social ou un logement qu'eux ont acheté. Après 10 ou 15 ans, il t'appartient, si tu lui donnes la quote-part. Ça te permet à toi de ne pas faire des frais supplémentaires et de grâce avec la somme que tu as là, de pouvoir construire ailleurs, parce que toi, tu as les moyens et les garanties qu'un individu ne peut pas apporter. Donc aujourd'hui, il y a des banques, peut-être islamiques, je pense peut-être, j'en suis presque convaincu, qui seraient prêts à s'installer sur le marché bruxellois. Le problème, c'est que les banques ne peuvent pas acheter. Et donc, il faut trouver un autre système. Donc, c'est comme les real estate. Donc, tu as une immobilière qui achète ça. Et de dire qu'elle achète à un tel prix, et elle te dit, tu payes tous les mois un montant, et au bout de 20 ans, ça t'appartient. Alors, voilà, tout le monde dit, c'est comme quand Dieu a interdit les hommes de pêcher à un certain jour, et ils ont mis un filet pour garder le poisson, pour le récupérer le lendemain. Tu vois, donc... C'est à creuser, mais Inch'Allah, je referai un autre épisode de podcast. Je pense qu'il y a des spécialistes, en tout cas, il y a des spécialistes qui connaissent très bien ce monde-là. Je pense qu'il faut laisser ça aux spécialistes, parce que souvent, on donne beaucoup de compétences aux politiciens. Ouais. On n'est pas compétent dans tout. On a certaines matières qu'on maîtrise. D'ailleurs, comment ça se passe quand on est politicien et qu'on traite autant de sujets comment est-ce qu'on a ces infos? Qu'est-ce qu'on va consulter, etc. Ça se passe comment? Ce qui est important, ça fait combien de temps que tu es dans la politique? Ça fait longtemps. Depuis 1999, c'est ça? Depuis 1999. Donc, j'ai d'abord travaillé dans un cabinet ministériel pendant 5 ans. Ouais. Et donc aujourd'hui, on acquiert d'abord de l'expérience avec le temps. Et puis, bon, je suis père de famille. Je m'excuse si je te tutoie. Non, mais je sais plus, parce que j'ai beaucoup de facilité à tutoyer. Non, mais il faut tutoyer. Coup, parfois, tutoyer, ce n'est pas le plus important. Le plus important, c'est le contenu de ce qu'on va dire. Donc aujourd'hui, ce qui est intéressant à dire, c'est que chaque fois on parle d'un sujet, on ramène des spécialistes. Donc les commissions sont faites pour ça. Au Parlement, tu as la plénière, où tu vois tout le monde donne un peu son avis, vote contre, vote pour, et ainsi de suite. Mais tous les jours de la semaine, pratiquement, nous avons des commissions. Et ces commissions peuvent inviter des spécialistes. Donc quand on a une discussion sur l'abattage, on a amené des spécialistes dans leur domaine. Mais le problème, c'est qu'il faut simplement être à l'affût et savoir... Est-ce que... Ces noms de spécialistes, ils sont publics? Oui, ils sont publics, et donc chacun d'entre nous peut proposer quelqu'un. Si demain on va parler sur la politique de logement étudiant, ben on va parler avec les gens qui ont un problème avec les étudiants, ou bien les recteurs d'université. On va parler des gens, par exemple, qui représentent les étudiants, les organisations étudiantes, pour dire, voilà, les étudiants galèrent, souffrent, c'est pas possible, on doit trouver une solution. Je donne un simple exemple. Aujourd'hui, il y a des familles qui ne trouvent pas de logement. 3 chambres ou 4 chambres. Pourquoi? Des familles nombreuses. Des familles nombreuses qui ont besoin de ça. Pourquoi ils ne trouvent pas dans certains secteurs, surtout autour des universités et des écoles supérieures? Parce que des étudiants se mettent à 3 ou à 4, se disent, mais au lieu de louer un cote, eh ben, on est à 4, eh ben, on paye 350 € chacun, ça fait 1 400 €. Eh ben, cet appartement 3 chambres, on va le prendre nous à 4. Ça leur coûte beaucoup moins cher, mais en attendant, cet appartement qui devrait servir une famille nombreuse sert à des étudiants individuellement. Ça pose problème. L'individualité de ce qu'on exige, c'est qu'on demande d'aider les gens individuellement, c'est-à-dire quand tu as droit au chômage, au CPS ou à la maladie, que ça doit être une aide individuelle. Ce n'est pas selon que tu habites chez tes parents ou pas. Je comprends que quand on est à 4 ou à 5, on ne peut pas donner le maximum. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui mettent une adresse ailleurs, qui bloquent des studios, qui préfèrent payer 400 ou 500 € à un propriétaire juste parce qu'il habite, pour éviter qu'il perd la moitié de son chômage ou de son CPS ou je ne sais quoi comme revenu de l'invalidité. Non, quelque chose qui cloche. Donc aujourd'hui, il y a des logements qui sont occupés par des gens qui ne doivent pas normalement l'occuper. Donc, quand tu fais de la politique, tu amènes des spécialistes qui t'en parlent, pour voir si les chiffres sont cohérents ou pas. Quand on parle de l'abattage rituel, je vais revenir sur ce point-là, on a amené des vétérinaires. Ils ont amené le président des vétérinaires d'Europe. Il dit, nous sommes la plus... Je ne sais plus, mais la plus grande organisation des vétérinaires, il représente 300 000 vétérinaires apparemment dans toute l'Europe. Je dis, oui, pas de problème, madame. C'est impressionnant quand vous dites 300 000. Mais est-ce que vous pouvez mesurer la douleur d'un animal? Est-ce que vous êtes capable de mesurer la douleur d'un animal? Non. Moi, il faut me ramener un neurologue. Et moi, je vous ai ramené un neurologue. Moi, j'ai un problème de surpoids. Et quand je vais chez mon médecin, il me dit, oui, je vois que tu as un problème de surpoids, il faut faire quelque chose et tout, mais peut-être il faudrait contrôler ton cœur.
et il m'envoie chez un cardiologue. Chacun sa spécialité. Et donc, oui, on est des généralistes, comme le médecin que je disais tout à l'heure, qui touche un peu à tout. Mais à un moment donné, quand on va devoir discuter de points bien au clair et qu'il faut apporter des propositions, là, on devra apporter des spécialistes. Il y a un autre point que j'ai vu qui était important aussi pour toi, c'est le harcèlement. Oui. Parce que voilà, c'est un point qui revient souvent dans l'actualité, surtout avec le cyberharcèlement dans les écoles, etc. Qu'est-ce que tu as à nous dire là-dessus? Le harcèlement, c'est un problème énorme, sauf qu'on le minimise et ça crée l'impact de l'harcèlement, il est énorme. Ça veut dire qu'aujourd'hui, moi, par exemple, j'étais longtemps harcelé entre l'âge de 6 et 12 ans, donc je sais de quoi je peux parler, mais tout ce que je peux vous dire, c'est que j'étais toujours gêné d'en parler avec mes parents. Donc, le problème aujourd'hui, la première question, c'est de savoir pourquoi est-ce qu'un enfant qui est supposé être protégé par ses parents et d'être convaincu que ce sont les Superman et les Superwomen pour te soutenir, comment ça se fait que je n'ai pas osé en parler, tout en sachant que c'est des adultes qui pourraient intervenir? Qu'est-ce que j'ai fait comme calcul dans ma tête pour éviter que mes parents soient au courant de ça? Là, avec le recul, tu le comprends ou pas? Je comprends et je ne comprends pas. Je pense que mes parents n'ont jamais été contre de que je leur dise. Au contraire, puisque le jour où ils étaient au courant, mon père était au courant que je me faisais harceler à l'école, il est venu, il a failli retourner à l'école pour dire quelles mesures j'allais prendre pour pouvoir éviter ça. Donc moi, c'est par chance, je joue au billes et jamais joué au billes, je gagnais assez souvent. Et je ne peux pas être bon dans tout, mais en tout cas dans les billes, j'étais bon. Et donc, je gagnais assez souvent. Il y avait toujours un gars qui m'agressait à la fin, malgré qu'il perdait, il me prenait tous mes billes. Et moi, j'étais triste, alors je pleurais. Et avant de rentrer à la maison, j'ai suffi mon visage. Et au fait, j'avais toujours des traces. Pourquoi? Parce qu'avec les billes, j'avais tout plein de sable, de jour dans les mains. Et donc, j'avais plein de traces sur le visage. Et donc, un jour, ma mère a demandé à mon neveu, il lui a dit, mais pourquoi Fouad, il a toujours des traces sur le visage? Et dit, oui, parce qu'il se fait frapper à l'école, mais il n'ose pas en parler. Et c'est comme ça. Tu m'as à ton neveu Né à mon neveu. C'est un neveu à moi qui était avec moi à l'école. Enfin, mon cousin plutôt, pas neveu, tu as raison. Tu vois? Et donc, c'est lui qui a dit comme quoi que je me faisais taper à l'école. Et donc, de là, moi, je ne suis pas devenu une mauvaise personne. Il y a des gens qui se font harceler, qui rentrent dans la police parfois, qui rentrent dans les trucs d'autorité, qui, quand ils ont le pouvoir de décider, ben, ils veulent montrer qu'ils ont du pouvoir. Moi, c'est tout le contraire. Au contraire, moi, ça m'a aidé au contraire, à devenir quelqu'un, une bonne personne, à pouvoir se combattre le Hogra et tout ce qui s'ensuit et tout. Et depuis... Hogra, c'est l'injustice. L'injustice, oui. Et donc, par exemple, un des points sur lesquels j'ai beaucoup travaillé, c'était le fait d'organiser une semaine contre l'harcèlement au début de l'année. Par exemple, dans les écoles en Flandre et même en Wallonie, ils font des semaines contre le harcèlement, mais ils le font au mois de février ou au mois de janvier. Mais c'est trop tard. Il faut expliquer le harcèlement déjà au mois de septembre. Comment tu l'expliques? Enfin, ça ressemble à quoi ces journées-là? Ces journées, c'est d'abord d'expliquer c'est quoi le harcèlement. Parce que des gens, ils font des jeux, ils s'insultent, ils dénigrent, ils pensent que c'est amusant parce que la galerie rigole, mais ils ne se rendent pas compte de ce que ça fait comme mal chez la personne qui le vit ou qui le subit. Moi, j'ai eu l'occasion d'organiser des débats où il y a une personne qui a dit, monsieur, elle a levé la main, elle a dit, je voudrais quand même dire que moi j'étais harceleuse et je n'ai jamais su que j'étais harceleuse. Moi, je pensais que les gens rigolaient, s'amusaient, ça faisait rigoler la galerie et donc ça me donnait une espèce d'être le showman ou showwoman de ce moment-là et tout. Vous savez, l'harcèlement peut porter des dégâts énormes. Je vais donner un simple exemple. J'ai organisé une fois, il n'y a pas très longtemps, il y a une dame qui m'a appelé, elle m'a dit bonjour monsieur, je m'appelle madame de Mortier. Elle m'a dit voilà, je voudrais voter pour vous. Est-ce que vous pouvez me dire un peu où est-ce que vous vous situez pour que je puisse voter pour vous à Bruxelles? Et je lui dis ok. Je dis écoutez madame, on se connaît. Elle me dit non, on ne se connaît pas, mais vous m'avez aidé à sauver ma fille. Je dis ah bon? Je dis écoutez, ok. Elle me dit que elle avait lu un témoignage, elle avait vu un témoignage d'un jeune de 17 ans, Mohamed, qui était venu chez moi dans un débat sur l'harcèlement. Et il avait fait un témoignage. Et il a dit, monsieur, vous savez, si je suis encore vivant aujourd'hui, c'est parce que je me suis posé la question de savoir qui allait s'occuper de mon chat si je meurs. Parce qu'il avait des tensions suicidaires. Qui allait s'occuper de mon chat? Il n'a ni pensé ni à sa mère, ni à son père, ni à son frère, ni à sa sœur, ni à ses amis. Rien ne pouvait l'arrêter, sauf le fait qu'il était utile pour quelqu'un d'autre, une créature qu'il avait, qui s'appelait un chat, qu'il aime, et qui, pour lui, il avait l'impression que qui va s'occuper de mon chat après, si je pars. Cette femme me raconte cette histoire et elle me dit, vous savez, quand j'ai entendu ce témoignage, j'étais bouleversé. Ma fille, elle s'est fait, plusieurs fois, elle s'est coupée au niveau des mains, c'est une catastrophe. Et je lui ai acheté un chiot. Au début, elle ne voulait pas jouer avec.
Et puis, après 4-5 jours, elle a commencé à le promener. Et puis, elle a rencontré des gens dans le quartier. Bonjour, c'est quoi comme marque de chien ou quelle race de chien? Et tu habites aussi à côté, tu es la voisine. Tout d'un coup, au bout de 2-3 semaines, elle s'est fait une communauté de 40-50 personnes qui ont des chiens qui régulièrement se promènent à des heures différentes. Et en faisant de la marche de 3 mois, elle a perdu 10 kilos, elle a commencé à se raffiner, elle se sentait bien dans sa peau. Elle m'a dit, ma fille a repris des études, elle est en 3e année à l'université. Et pourquoi je ne vais pas voter pour vous, monsieur? C'est gratuit cette information que vous m'avez donnée. Et pourtant, elle a sauvé ma fille. Je pense que l'harcèlement crée des gros dégâts. Alors avant l'harcèlement, nous, quand on était scolaire, on était à l'école, ça s'arrêtait aux portes de l'école. Tu vois, donc quand on sortait de l'école, on rentrait à la maison, ça se finit. On avait un espace intime, même dans notre chambre ou dans notre salon. Mais je ne s'arrête pas, on a tous une boîte qui s'appelle le GSM. Il n'y avait pas les téléphones. Et là, c'est la vraie cyber harcèlement où tout d'un coup, tu es dans un groupe où il y a 20-25 élèves et les gens écrivent tout et n'importe quoi. Et toi, tu as des tendances à vouloir regarder qu'est-ce qu'ils ont écrit sur moi et qu'est-ce qu'ils pensent pour moi. Est-ce qu'ils vont leur donner raison? Est-ce que tout d'un coup, je suis devenu quelqu'un de mauvais? Est-ce qu'il y a une photo qui va circuler de moi? Voilà. Et ça terrorise. L'harcèlement, c'est une catastrophe. Franchement, si c'est bien un thème sur lequel je vais m'acharner pour les 5 prochaines années, alors que je l'ai fait déjà maintenant et je n'ai pas fait assez, c'est bien l'harcèlement. Il me fait des dégâts. L'impact de ces dégâts sont laisse tomber, c'est des années après. Moi, j'ai 51 ans. 51 ans, et je me rappelle des agressions que j'avais comme si c'était hier. C'est une catastrophe. Ça vous poursuit toute votre vie. Parce qu'après, même quand vous éduquez vos propres enfants, vous vous inquiétez. Peut-être qu'ils me cachent, peut-être qu'ils ne savent pas. Alors que parfois, les enfants disent « Non, mais nous va bien, papa, tout va bien et tout. » Non, mais t'es sûr? Et puis, tu découvres que même tes enfants, parfois, se font harceler, mais ils n'osent pas te le dire. En se disant « Mais on n'a pas osé t'en parler parce que, comme tu es quand même spécialisé dans l'harcèlement, on s'est dit « Oui, les gens ils vont se dire « Oui, papa, il est dans la politique, il travaille sur l'harcèlement. » Et il n'a pas su voir que ce type d'harcèlement, il ne le savait pas. Et donc, on ne voulait pas que les gens t'attaquent, papa. » C'est terrible. L'harcèlement vous poursuit toute votre vie. D'ailleurs, on parle d'harcèlement, mais il y a aussi un autre thème, le thème de la sécurité, avec juste ce qui s'est passé avant-hier. Oui. Qu'est-ce que vous avez proposé sur tout ce qui est drogue, trafic de drogue, etc. Parce que ça devient régulier à Bruxelles qu'on entend ça. C'était pas spécialement régulier avant, mais là, ça devient de plus en plus... Je pense que la drogue a toujours été là, et quand on pouvait l'éteindre dans une paume de la main, quand on avait un petit incendie ici qu'on pouvait l'éteindre, moi, on m'a traité de vendu de tout ce qu'on peut imaginer. C'est-à-dire? J'ai longtemps travaillé sur le problème de la sécurité dans certains quartiers, et j'ai moi-même... Il y a des quartiers qui sont beaucoup plus touchés que d'autres. Oui, d'accord, mais ces quartiers-là sont là, ils existent. Aujourd'hui, que ce soit dans certains quartiers qui sont Anderlecht ou Molenbeek ou Saint-Josse, ou Schaerbeek ou n'importe quelle commune, la drogue, elle est là, elle est présente. Aujourd'hui, c'est une manne d'argent importante. Alors la question est de savoir, c'est que, est-ce qu'il faut légaliser la drogue? Ou en tout cas les stupéfiants qui donnent cet effet qui permet à ces gens, malheureusement, de pouvoir obtenir le même... Moi, je suis clair là-dessus. Moi, je ne veux rien légaliser du tout. Ça s'est fait dans certains pays. Sauf que ça, oui. Il paraît qu'il y a des résultats positifs. Oui, oui. Donc la question de savoir aujourd'hui, c'est de se poser la question de savoir est-ce que ça nous amène plus de dégâts ou moins de dégâts. Alors je pense qu'aujourd'hui, quand quelqu'un doit aller chercher des sommes colossales ou colossaux pour aller se payer cette drogue, quand on ne les a pas, parce qu'on n'arrive pas à se lever le matin pour aller travailler, parce qu'on n'est pas fait fils de riche et qu'on n'a pas les moyens de pouvoir subvenir à ses besoins, il reste une seule chose d'aller voler, d'aller agresser, d'aller commettre des délits. Et donc aujourd'hui, on voit que c'est une catastrophe. Donc je me dis demain, si la personne doit rouler, je ne dis pas qu'il faut vendre ça, mais si on doit pouvoir donner une alternative qui est payante, comme un produit en pharmacie, je ne sais pas, il faut réfléchir. Je ne m'y connais pas. Mais il y a des gens qui sont spécialisés dans le domaine et qui peuvent nous apporter des chiffres concrets pour dire qu'on doit faire quelque chose par rapport à ça. On doit voir qu'il y a des familles qui sont détruites. Sont détruites. Il y a des familles qui sont détruites complètement. Donc vous savez, aujourd'hui, on est toujours dans la discussion de est-ce qu'il faut créer des zones pour les personnes? Non, on ne veut pas créer des zones parce qu'on veut créer des zones, mais c'est parce qu'il y a des gens qui n'ont pas d'enfants. Il y a quelqu'un qui doit s'occuper d'eux. Des maisons de repos. Des maisons de repos. Il y a des gens qui ne peuvent pas s'occuper de leurs parents. Des gens qui n'ont pas la capacité.
Il y a des couples qui sont détruits parce qu'ils n'arrivent pas. Donc, il doit quand même trouver une solution. Donc, si on a trouvé des moyens, comme des mots aux hommes musulmans ou quelque chose qui respecte en tout cas la communauté musulmane, pourquoi pas? Avant, on ne pouvait même pas parler de ça. C'était impossible. C'est quoi les problèmes dans les maisons de repos avec la communauté musulmane? C'est quoi les problèmes qui reviennent? Non, mais par exemple, le fait qu'on ne donne pas du halal, le fait qu'on les mélange les activités, le fait que le vendredi, on pourrait faire un effort de leur donner un endroit pour prier. Il y a plein de choses à faire. Il y a plein de choses à faire. Et donc, je pense que le fait de savoir que... Moi, j'ai mon ami, par exemple, il a créé une maison de repos qui se trouve à Neder-Verambek. Et ben, il a créé 10 chambres qui dites musulmanes. Il y a quelqu'un qui lui a posé la question. Il lui a dit... un journaliste lui a dit, monsieur, il dit, c'est quoi la différence entre une chambre musulmane et non musulmane? Il dit, non, il n'y a pas vraiment il y a pas de différence. On a mis des sabres sur la porte. Comme ça, vous pouvez les identifier. Je dis, vous foutez de moi. Je dis, mais il n'y a aucune différence. La seule différence, c'est que s'il y a bien un endroit où on mange diversifié ou différencié, c'est bien dans des hommes, dans des maisons de repos. Puisque un qui mange avec sucre, sans sucre, qui mange avec du glucose, sans glucose, qui mange végétarien, mais c'est bien l'endroit où les gens doivent manger diversifié. Mais simplement, il y a certaines règles qui doivent être respectées. Par exemple, quand tu vois, il y a une petite pierre qui est là, tu ne la touches pas parce qu'il fait le tayammum pour pouvoir prier. Donc il y a des choses, par exemple, ils organisent une activité le vendredi, eh ben, il y a des gens qui voudraient peut-être aller à la mosquée, qu'on vienne les prendre avec sur chaise roulante, qu'on les amène, ça va leur faire du bien. Tu vois, donc il n'y a pas spécialement de différence. Mais c'est tellement petit. C'est des règlements privés ou c'est des règlements publics? Non, il y a des règlements privés, des règlements publics. Quand c'est privé, mais il y a des gens qui le font. Maintenant, ils ont créé l'association Saphir, enfin le Home Saphir, et ça fonctionne très très bien. Il y a des gens... C'est où? Ça se trouve ici à Laken, à Laken, oui, à Bruxelles. Ok, d'accord, très bien. Et donc aujourd'hui, on n'est pas là pour dire il faut qu'on dépose nos parents dans une maison de repos. Ils nous ont éduqués toute notre vie, et le jour où ils ont besoin de nous, on va les abandonner. Mais oui, moi je peux parler comme ça. On est frères et sœurs. On peut parler comme ça. Mais il y a des gens qui n'ont pas d'enfants. Tout le monde n'a pas d'enfants. Tout le monde n'a pas la sérénité que nous avons, que nous entendons tellement bien entre frères et sœurs ou avec nos parents. Il y a des gens les parents sont partis en guerre. Parfois, des familles entières se sont disloquées et les parents, ils sont au milieu. Ils prennent même des juges pour dire « Oui, je préfère que mes parents soient placés, que je puisse les visiter quand je veux, que d'aller visiter mon frère, parce que moi, je ne parle pas à mon frère ou je ne parle pas à ma sœur. » Mais c'est quoi cette mentalité? Et malheureusement, on est arrivé jusque-là. Et donc, après, ils prennent une personne qui s'occupe de la gestion des biens des parents et on leur dit « Vous savez quoi? Pour le bien-être de ses parents, c'est mieux de les mettre dans une maison de repos. » Et malgré tout, les enfants, tellement qu'ils ont la haine entre eux, ils n'arrivent pas à trouver une solution. Je veux dire, aujourd'hui, on doit regarder pour le moindre mal. Aujourd'hui, la drogue est en train de ronger nos quartiers. Les parents sont écroulés dans des dettes. Ils doivent prendre des avocats quand leurs enfants se font attraper et payer des milliers d'euros aux avocats pour les faire sortir. Les mères de famille ne dorment plus. Le père aussi, mais il le cache peut-être. Mais un peu plus. Mais la mère de famille ne dort pas tant que son fils n'est pas hors de prison et tout. Donc aujourd'hui, ça détruit des familles. Alors oui, si on propose une alternative qui permettrait de stopper ce trafic, que les gens se réveillent en se disant le matin, je ne vais plus gagner 500 euros par jour en faisant le guet. Je ne vais pas gagner 1000 euros par jour en vendant de la drogue, parce que je ne pourrai plus faire ça. Peut-être qu'il va se lever, aller travailler, aller se former et aller regarder où est-ce qu'il va gagner de l'argent halal. Aujourd'hui, la situation, elle est terrible. Aujourd'hui, on est passé aux armes. Est-ce que tu penses que les mosquées ont un rôle à jouer là-dedans? Parce que c'est un problème d'éducation. Enfin, je parle plus des gens de la communauté musulmane, parce que j'imagine qu'il y en a beaucoup dans ce... Ils sont partout. Dans toutes les communautés, il n'y a pas de musulmans. C'est vraiment du tout, c'est mélangé. Mais il y a une chose qui est sûre, c'est que les mosquées, disons que si on a 50 mosquées à Bruxelles, par exemple, on va vous donner un chiffre, s'ils sont capables d'avoir une moyenne entre 1000 et 2000 personnes, ce qui est énorme, on va dire qu'ils atteignent 100 000 personnes. Et le reste? Et ils ne les atteignent pas, les 100 000 personnes. On sait très bien, ils les atteignent que quand il y a des moments bien spécifiques. Donc aujourd'hui, ce n'est pas un prélude d'islam. Ici, il y a un problème de facilité de gagner de l'argent. C'est-à-dire, soit je gagne 2000 euros en travaillant comme chauffeur à la STIP, ou 2500 euros, ou moins ou un plus, mais moi, ça tourne dans ces chiffres-là. Soit, et je me lève, je vais me former, je sollicite, ou bien je vais aller me lever à midi, aller boire un café à mon aise, manger, rigoler, et le soir faire le guet pour pouvoir gagner de l'argent, et de dire, moi, je n'ai pas besoin de travailler parce que je gagne 300-400 euros par jour. Je pense que quand on aura tué cette filiale-là, je pense qu'on aura pris une bonne solution. On trouvera une bonne part de la solution. Et c'est quoi les solutions? La solution, c'est de trouver des produits dérivés alternatifs pour que les gens qui veulent utiliser malheureusement ces drogues, de pouvoir avoir un dérivé.
Pas parce que, il y a pas des gens parce que, qui ouais, parlent de donner plus de compétences aux policiers. c'est possible, mais ils ont déjà les compétences, ils peuvent les arrêter, ils prennent des mesures. Parce que vous savez, la consommation, c'est de la consommation. On a facile à parler. Oui, il faut interdire, c'est haram, là, là. Je suis d'accord, pas de problème. Ça, je suis d'accord. On ne prend pas de produits enivrants, que ce soit de l'alcool, que ce soit d'autres Ouais, produits. c'est pas permis dans Voilà, c'est pas l'islam. permis pour la ligne. On connaît notre religion. Sa position, elle est claire. Aujourd'hui, il y a un fléau, qu'est-ce qu'on fait pour l'arrêter? Alors, est-ce que l'imam, il fait ce qu'il peut? Il fait le khutbah de Jumu'ah, il éduque ce qu'il peut, il apporte la prière. Mais il y a beaucoup qui ne vont pas à la mosquée. Et il y a des gens, parfois, ils se réveillent, ils ont attendent une fois une vision, je me lève le matin, ça y est, j'arrête tout. Entre-temps, il a tué des centaines de gosses. Ok. Ça détruit nos familles. Aujourd'hui, on doit être clair. À un moment donné, on doit hausser la voix pour dire comment ça se fait que dans nos quartiers, la drogue a pullulé comme il est à l'heure actuelle. Moi, je pense que trouver des alternatives qui permettraient d'éviter d'encore de gagner de l'argent en masse de ce côté-là pourrait être une partie de la solution. Euh, j'ai cité les mosquées. Est-ce il y a quelque chose à dire sur le financement des cultes à la région bruxelloise, Oui, par je exemple? pense que le financement des cultes doit être... voilà, on paye tous ces impôts et je ne vois pas pourquoi est-ce que une partie de ces impôts ne reviendrait pas aussi à ceux qui veulent croire ou ne pas croire. Il y a des ASBL qui sont subventionnés par coups de millions, on ne comprend pas très bien c'est quoi leur objectif. S'ils existent et qu'ils ont un objectif bien clair, eh bien, qu'on les laisse faire. Nous aussi, on a nos objectifs, on paye des impôts ici à Bruxelles, on paye des impôts qui arrivent au fédéral, d'abord au fédéral, mais une partie qui revient sur Bruxelles. Ce serait de pouvoir permettre de mieux financer effectivement les fabriques d'églises ou les fabriques de mosquées. Ça veut dire que quand une mosquée, les moyens qu'il a à l'heure actuelle, grâce aux fidèles, grâce aux dons, aux donations qui sont faites, ce n'est pas suffisant, qu'une partie soit prise en charge par la région. C'est C'était déjà quoi? comme C'est ça. 30% du déficit? Je ne sais plus les chiffres, je ne connais pas les chiffres par cœur, mais je sais qu'on a voté cette proposition il y a quelques années. Mais en tout cas, dès qu'on a une partie du déficit, elle peut être compensée par une caisse. On avait prévu 600 000 euros à un moment donné, je crois que c'est monté à 1 million, mais il y a très peu de mosquées qui utilisent ce fonds. Il y a très peu de mosquées qui sont reconnues comme étant des mosquées. Très peu de mosquées, des mosquées reconnues. Ce sont peut-être des mosquées, des ASBL, mais en tant que mosquée elle-même, il y en a très peu à Bruxelles qui sont C'est- reconnues. pourquoi il y en a, enfin, pourquoi il y en a pas plus qui sont reconnus? C'est quoi? Est-ce qu'il y Non, a il y un a frein administratif? Est-ce qu'il y frein a... administratif d'abord, au niveau fédéral. Il faut que la mosquée soit reconnue, c'est le fédéral qui décide. Une fois qu'elle soit reconnue, ça veut dire qu'il doit y avoir des subventions aussi. Et donc, ça, ils ont automatiquement droit aussi à avoir un premier imam, selon le Payé nombre par... payé par l'État. Par exemple, s'ils ont par exemple, un certain nombre de quotas, ils dépassent 500, ils ont droit à un deuxième imam. Et puis, un secrétaire. Ce qui fait que c'est quand même, si tu as 100 mosquées qui demandent le même budget, il faut les trouver. Je pense qu'aujourd'hui, on a de plus en plus de mosquées qui Hmm. demandent d'être reconnues. C'est un travail qu'on devra faire dans l'avenir, mais les gens s'inquiètent. Ils disent pourquoi je vais demander une reconnaissance et c'est pour qu'ils nous imposent ce qu'on doit dire dans les mosquées. Non, personne ne va t'imposer quoi que ce soit. Mais si ça part dans cette C'est vrai, direction-là, c'est quelque chose qui revient souvent, parce que réellement, il y a des discours qui sont imposés pour des imams dans des non, mosquées dans non. les prêches, ou pas Il y du a tout, pas c'est d'un- il y juste a des pas idées d'un- il y a reçues. il y a la loi. Il faut respecter la loi. C'est pour tout le monde la même chose. Qui que ce soit, qu'on soit musulman, juif, chrétien, bouddhiste, agnostique, on respecte la loi. La loi, elle est claire. Pas de discours homophobe, pas de islamophobe, enfin ce serait un peu difficile, mais ou antisémite, ou voilà. Ça, c'est des choses qui sont claires. Donc à partir de ce moment-là, on n'a aucun souci. Je veux dire, il n'y a pas de raison à ce que qui que ce soit se mouille sur la discussion. Moi, je parle de ce que la loi condamne. Le reste, il n'y a personne qui peut venir te dire, voilà, tu as dit ça ou tu as dit ça. Au contraire, je pense qu'aujourd'hui, il faut savoir que l'exécutif des musulmans de Belgique s'occupe du temporel du culte. Il ne s'occupe pas de ce que tu vas dire ou ce que tu ne vas pas dire. Au contraire, il doit s'occuper de juste la gestion, dire voilà, les profs de religion islamique, le programme scolaire, le bâtiment, vous avez 300 membres, quelles sont les conditions, le conseil d'administration, combien de personnes sont dedans, un tiers des femmes, ça a été imposé par exemple. Tu vois, c'est des choses qui ont été imposées au fur et à mesure du temps pour donner plus d'espace aux femmes et aux jeunes dans les conseils d'administration. Parce qu'il y avait aussi beaucoup de tensions à ce niveau-là. Euh, t'as créé un nouveau parti. Je suis curieux de savoir comment créer un nouveau parti, c'est quoi le processus, qu'est-ce qui est compliqué, est-ce que c'est... Enfin ouais, je Oui, peux te poser des questions. oui, non, je t'en prie, je t'en prie. Je t'en prie. Écoute, d'abord, quand tu quittes un
un mouvement ou un parti, c'est toujours compliqué parce qu'on est quand même une famille. Imagine-toi bien qu'il y a des gens avec qui je travaille depuis 19 ans. Il y a des gens que j'ai connus il y a 10 ans, mais ça reste que c'est une période importante de ta vie. Mm. C'est des gens que tu vois peut-être plus que ta famille. Puisque si on fait une moyenne de... moi, je suis quand même quelqu'un qui est souvent au bureau parce que souvent les gens me posent la question, ils me disent oui, tu fais beaucoup de social aussi. Je dis oui, oui. Je dis, parce que j'ai des longues journées. Parce que moi, ma journée ne commence pas à 8 heures, elle se termine à 4 heures. Moi, à partir du moment où j'ai quitté, depuis que j'ai quitté la mosquée à George, ou de chez moi, 7 heures ou 7h30, maintenant c'est à 4 heures, mais je dis, on ne va Maintenant, c'est pas plus mélanger ça, possible. c'est plus possible, mais c'est pour dire que En quand hiver, on, parle, plutôt, ouais. quand on parle d'idées raisonnables, non, mais même quand on rajoute 1h30, je veux dire qu'aujourd'hui, je veux dire, même si tu pars de chez toi, disons, à 6h30 du matin ou à 7h, eh ben, tu fais déjà de la politique, parce que les gens te parlent, te posent des questions, tu vas à la mosquée, je peux te poser une question, je peux te poser une question. J'ai fait une demande de logement, j'ai fait une demande de papier, j'ai fait une demande de ci, j'ai ma fille qui ne trouve pas d'école, elle est discriminée, ainsi de suite et tout, ne trouve pas de stage, donc tu es tout le temps en contact avec des gens. Et donc, tu fais ton travail au Parlement, même à faire ma journée ne termine pas à 4 heures. J'ai des gens qui viennent, j'ai des permanences, les gens qui viennent, donc ça termine à 8 heures, à 9 heures, donc on a des journées de 13, 14, 15 C'est heures. quoi les permanences? De tout, ça veut dire que moi, comme j'ai une formation d'action sociale, donc j'ai toujours des gens qui venaient pour des cas individuels quand j'étais à Molenbeek. Moi, si je suis rentré en politique, c'est pour trouver des solutions de masse. Le problème qu'il y a, c'est que, enfin, c'est pas un problème, c'est aussi un avantage, c'est qu'ils continuent à venir, ces gens. Et alors, tu vas leur dire quoi? Tu vas dire, oui, mais moi, j'ai été élu pour trouver des solutions de masse. Il dit, mais Fouad, nous, si on a voté pour toi, c'est pour que tu sois à côté de nous. Si on a voté pour toi, on savait que tu allais au Parlement, qu'on n'allait plus te voir, on n'aurait jamais voté pour toi. Puisque le but, c'est de trouver des problèmes individuels. Donc, sur base des problèmes individuels, parce que 1 plus 1 plus 1 plus 1, à un moment donné, tu dis, comment 200 personnes qui ont un problème parce qu'ils ne trouvent pas de logement 3 chambres. Il y a 500 personnes qui ont un problème de discrimination parce qu'elles veulent travailler avec un hijab. Ça, c'est un problème très, très récurrent. Oui, c'est récurrent, oui. Et donc, ça veut dire que le pouvoir d'achat et la liberté de culte, c'est quelque chose qui quand même devient de plus en plus régulier quand même chez les gens. Tout le monde n'a pas de problème de logement, tout le monde n'a pas de problème d'argent, tout le monde n'a pas de problème de pouvoir d'achat. Il y a des gens qui te disent, nous, moi, je veux juste trouver un juste équilibre entre la vie sur Terre et la vie dans l'au-delà. Point à la ligne. Je veux qu'on me laisse manger mon halal, je veux que ma fille, si elle a étudié, qu'elle puisse travailler avec son hijab, si elle a envie de travailler avec un hijab. Tu vois, la liberté de croire ou de ne pas croire. J'ai envie, quand je vais à la mosquée, si c'est possible, quand on a les moyens, d'acheter un bâtiment à côté et pas que la région nous bloque parce qu'elle veut faire un projet. Pour X ou Y raison, mais au fait, on sait très bien que c'est pour bloquer l'extension. C'est quoi cette histoire? Ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a le droit de préemption. Donc, par exemple, il y a eu des moments où une mosquée, par exemple, voulait s'agrandir, elle a 800 fidèles. Elle dit, voilà, aujourd'hui, nous avons 1500, les gens prient presque à l'extérieur, on a plein de problèmes, les remarques, on veut acheter le bâtiment à côté. Les communes ont avec le droit de préemption, d'acheter ce bâtiment à côté pour éviter que tu t'agrandisses. Et il y a des gens qui ont cette politique. Ça, c'est des cas concrets? Donc, oui, concret. Il y a des Il y a un cas comme ça qui a existé? Ça a existé à Saint-Gilles, par exemple. Il y a eu tout un moment par rapport à ça. Quelle mosquée? Le Mouhidine, je crois. Celle de Saint-Gilles. Le Mouhsinine, je crois. C'était Mouhsinine. Ah, ouais. Tu vois, parfois, on les bloque, mais pas seulement là. On a des gens qui veulent bloquer, qui te disent, comme chez nous, par exemple, à Jette, à un moment donné, on disait, est-ce qu'à côté, on va faire une maison de jeunes? Il y a toujours eu quelque chose. Malgré qu'on a une très, très bonne collaboration avec la commune de Jette, enfin, jusqu'à preuve du contraire, en tout cas, la bourgmestre actuelle et le précédent ont toujours été très corrects dans ce dossier. Donc, aujourd'hui, ce qui nous intéresse, c'est qu'on a comme ça des pressions pour se dire comment on va freiner ces cultes qui sont de plus en plus nombreux. Pas seulement musulmans, la communauté, par exemple, protestante, africaine noire, par exemple, subsaharienne, elles sont de plus en plus, ils achètent des bâtiments, ils ont 1000, 2000, 3000 fidèles, ça devient de plus en plus grand et ça leur pose parfois des problèmes. Quand je vois aujourd'hui que nous ne trouvons plus de place d'ici quelques mois, on va devoir, enfin en tout cas d'ici 1 an, si ça continue comme ça, on n'aura plus de place pour enterrer à Bruxelles, enfin en tout cas dans le cimetière des Verts, alors que nous avons 19 communes, et dans chaque commune nous avons des territoires, nous avons des parcelles à Berkheim-Salgade qui sont énormes, il y a à Jette qui a un peu d'espace, donc à Molenbeek nous avons des espaces qu'on pourrait exploiter pour que les gens puissent enterrer dans les cimetières où ils habitent. Je ne suis pas obligé d'aller à Evere, pourquoi je vais aller à Evere ou à Scarbeck? Pourquoi je ne peux pas aller à Jette et enterrer à Jette, par exemple, à Jette, oui, on l'a fait. Des espaces dans des cimetières qui existent déjà, oui, ou qui bien sont des déjà, nouveaux espaces? Non, déjà dans les cimetières qui existent déjà. Par exemple, je suis fier quand même qu'à Jette, on a fait un petit territoire, un petit espace, c'est vrai que c'est que 200 caveaux, c'est multiconfessionnel, où on peut aussi enterrer là-bas. Donc il y a des gens qui sont musulmans ont été enterrés à Jette, par exemple. Mais ça reste encore très petit, tandis que là-bas, c'est un grand cimetière, c'est quand même assez beau, c'est quand même bien entretenu. C'est quand même une collectivité de communes, de plusieurs communes qui ont fait ça. Donc tu te dis, ça peut être intéressant de quand même enterrer là-bas. Voilà, mais aujourd'hui, on voit bien que l'espace est beaucoup trop petit, et aujourd'hui, on va devoir acheter des terrains supplémentaires. À côté, il y a encore un terrain disponible, il faudra l'exploiter, ça je pense que c'est le plus important. Et puis à côté de ça, il faut trouver un nouveau terrain.
quitte même à aller en périphérie. Je ne dis pas qu'il faut rester à Bruxelles. Je veux dire, mais par exemple, voir s'il y a des territoires sur Vilvoorde, il y a des territoires sur Dilbeek. Est-ce qu'il y a, tu vois, je veux dire, il y a des espaces, tu vois. Est-ce que ça doit être spécialement en Flandre? Non, on peut voir à Bruxelles. Mais, je veux dire, aujourd'hui, ne me dites pas qu'on ne peut pas acheter des terrains, on pourrait transformer ça en cimetière. Il y a des espaces suffisants à Bruxelles, la moitié de Bruxelles est verte. Et j'ai dit qu'il y a des espaces qui sont aujourd'hui inexploités, qu'on pourrait exploiter demain pour pouvoir agrandir ce cimetière. Qu'est-ce qui prend, juste je reviens à ma question, qu'est-ce qui prend le plus de temps quand on fait un nouveau parti? D'abord, prendre une décision, parce que quitter une famille, c'est compliqué, je vous ai dit. Et puis, il faut d'abord réfléchir. Famille politique. Famille politique, il faut d'abord quitter une famille politique. Et puis après, on réfléchit. Alors, ceux qui sont les plus proches de nous, c'est ton épouse, mes frères et sœurs, mes enfants, ma mère, et de voir un peu qu'est-ce que je fais. Je réfléchis, je me dis, bon, est-ce que j'arrête? Alors, si tu arrêtes, tu te dis, il y a les dégoûtés, les dégoûtants. Alors, si tu les dégoûtais pas, il ne reste plus que les dégoûtants. Donc, moi, je me dis, écoute, je vais essayer de me lancer avec certains amis. Donc, on a discuté entre nous, ils m'ont dit, oui, il faut que tu lances ton parti, il faut que tu lances un mouvement. Donc, j'ai commencé à regarder autour de moi s'il y a des gens qui sont intéressés. Il y a des gens qui sont intéressés. Il faut sélectionner ces gens. Et puis, il faut regarder, dire, on va travailler sur quoi? Parce que moi, j'ai un programme dans ma tête, mais est-ce qu'on est compatible pour travailler ensemble? Donc, on a écrit un programme. Avec, ça prend beaucoup de temps, j'imagine. Ça prend beaucoup de temps. Ouais. Et je remercie Mme Benhaddo qui est ma responsable communication chez nous, et d'autres collègues aussi, toute mon équipe, Michel, Reda et plein d'autres que je ne vais pas se nommer aujourd'hui, qui ont apporté leur pierre à l'édifice pour dire, écoute, Fouad, on va écrire le programme. On a écrit un programme. Chacun a apporté sa contribution, tu vois. Et donc, aujourd'hui, une fois qu'on a eu le programme, on se dit, ben voilà, ça tient la route. On va le faire lire par plusieurs personnes. C'est très bien. Alors maintenant, il faut trouver des candidats qui vont transpirer ce programme. On a vu des centaines de gens. Enfin, moi, je les ai vus en tout cas. Ça a pris du temps fou. Ça prend 5 minutes. D'autres, il leur faut 3-4 jours. Et pour finir, tu te trompes. Alors, il y a déjà le premier feeling, ça passe. Et d'autres, ça ne passe pas. Et puis, voilà. Une fois qu'on a les listes, il faut faire toute la paperasse administrative. Ça prend énormément de temps. Il y a un nombre de signatures à avoir, des choses comme ça? Un manque de signatures, il fallait trouver les signatures pour le... C'est quoi les signatures? Fédéral, il fallait 500 signatures. De quoi? De gens, de Bruxellois, Belges qui habitent Bruxelles et qui sont prêts à soutenir la liste. Et donc, ça veut dire, j'ai fait l'exercice aussi bien pour Bruxelles, j'ai fait pour la Flandre, et j'ai ramassé un certain nombre de signatures. On est arrivé à presque plus de 2000 signatures, donc on avait besoin que de 500. Pour vous dire simplement que des signatures, on en a eu, des gens qui étaient prêts à soutenir. Je me dis, mais c'est magnifique. C'est presque 2000 signatures, donc 2000 personnes qui ont la nationalité belge, qui habitent Bruxelles, de différentes nationalités, et disent oui, nous, on estime qu'on voudrait que tu fasses un parti politique. Donc vous partez confiant? Je pars très très confiant, je suis très confiant, et je pars toujours confiant. Moi, je suis un gars optimiste dans tout ce que je fais. Moi, je dis aux gens, les mauvaises nouvelles, gardez-les pour vous. Annoncez les bonnes nouvelles. Les mauvaises nouvelles, on ne sait rien faire avec. Annoncez les bonnes paroles. Chez les gens, poussez les gens. Moi, vous savez, toute ma vie, j'ai un fil conducteur qui est clair. Il n'y a que Dieu qui donne et qui reprend. Moi, j'ai été éduqué là-dedans. J'ai éduqué dans une mosquée, il y avait un imam qui disait le plus important chez Dieu, c'est pas ce qu'il nous a donné, c'est ce qu'on en fait. Peu importe que tu sois intelligent, qu'est-ce que tu as fait avec ça? Il t'a donné de l'argent, qu'est-ce que tu as fait avec? Est-ce que tu écrases les gens ou est-ce que tu aides les gens? Il t'a donné de la force. Est-ce que tu as de la lainesse? Est-ce que tu agresses les gens ou est-ce que tu défends les gens? Chaque chose que Dieu nous a donnée, il a une importance. Donne du temps. Je donne du temps. Qu'est-ce que tu fais avec le temps que je t'ai donné? Est-ce que tu passais ton temps à regarder des conneries ou tu faisais quelque chose pour aider les autres? Donc, aujourd'hui, ça, c'est Dieu. Et donc, on sait très bien qu'on doit faire confiance. Notre confiance, elle est là. Et l'unique confiance, elle est là. À côté de ça, moi, j'ai ma mère, alhamdoulilah, elle est encore vivante. Et elle me soutient. Qu'est-ce que je veux de plus? Quand je commence quelque chose, je prends mon téléphone, je l'appelle. Je dis, maman, je ne peux pas lui dire que j'ai un problème. Mais elle a compris. Elle dit, et elle te fait des doigts. Qu'est-ce que tu veux de mieux? Tu veux me parler de qui? De Paul, Pierre, Jacques, de Mohamed? Mais rien que j'entends le doigt de ma mère, je casse des murs. Moi, ça me qui fait de sang. Donc, aujourd'hui, nous, on a un projet positif. Qu'Allah te la garde. Qu'Allah te la garde. Amin, qu'Allah vous garde toutes les mères, en tout cas. Ouais. Nos parents, en général, parce que c'est important. Chacun a apporté son rôle. Et donc, aux musulmans et non-musulmans. Oui, c'est clair. Quand on fait des doigts, c'est clair. Et donc, nous, aujourd'hui, on a la possibilité de faire la différence. Les gens pensent qu'ils peuvent nous faire confiance. Ils sont convaincus qu'ils peuvent nous faire confiance. Alhamdoulilah, c'est une MNA. Les gens, je ne les trahirai pas. Ils savent très bien qu'il y a des thèmes sur lesquels je ne peux pas te faire chérir. Je ne peux pas accepter un instant qu'une personne puisse dormir dans la rue. Je ne peux pas accepter un instant que quelqu'un va me dire j'ai faim, je n'ai pas de quoi manger.
Tu fais quoi si ça arrive? On a Si des, tu ba- on a croises des, quelqu'un on a des bâtiments publics énormes. On a l'associatif qui est actif. Alhamdoulilah, on a des moyens financiers, des gens qui sont prêts à donner. Les gens veulent aider, ils veulent soutenir, ils veulent apporter leur pierre à l'édifice. Juste demander, juste coordonner. Et nous avons des centaines de gens qui sont prêts à coordonner toutes ces aides. Il faut juste leur donner la possibilité. Des associations, machallah, qui sont sur le terrain, qui font un travail formidable, qui ne demandent qu'à avoir des bâtiments disponibles, qui ne demandent que avoir la possibilité de pouvoir avoir une clé, de pouvoir stocker leur matériel et d'accueillir les gens pour leur donner à manger. il nous reste 1 minute à peu près. Un petit mot pour la Palestine avant de finir. Tout à fait, mais la Palestine, ce n'est pas un petit mot, mais vous avez bien fait de quand même poser la question. Vous savez, la Palestine, moi j'ai été 8 fois, c'est quelque chose qui vit en moi. T'as été à Jérusalem ou... J'étais à Jérusalem, j'étais à Gaza, Ok, j'étais à d'accord. l'Arrêt, j'étais à Ben Khalil Younes. Moi j'étais là pendant la guerre, j'étais là dans les plans durcis, j'ai ramassé des corps et des corps au kilo. Bismahna, Allah yarhamhum. Je déposais des draps par terre, on ramassait des morceaux de corps, on les déposait, on les enterrait. T'es parti récemment? J'ai été il y a encore un an, j'étais pas, moins d'un an, j'étais là-bas. Je suis parti, on était à un moment donné, quand tu vas du côté de Jénine et que tu vas à Ramallah, que tu vas en Cisjordanie, il y a aussi des problèmes, mais tu pouvais manger un hamburger de 5 étages si tu voulais. Tu pouvais être dans un hôtel qui s'appelait Millennium, c'était un hôtel, je l'ai même au Maroc, je ne l'ai pas trouvé avec l'hôtel. Alors que tu te retrouves actuellement, aujourd'hui, tu te retrouves à Gaza, ils doivent se battre avec leurs animaux pour éviter qu'ils leur mangent l'herbe. C'est pour dire simplement qu'aujourd'hui, moi, cette cause, j'ai toujours été là. Sauf qu'aujourd'hui, la question qu'il faut se poser, on fait des manifestations, c'est bien pour pouvoir les soutenir. On leur envoie de l'argent, c'est très bien pour les soutenir et tout. Mais la vraie question, c'est de savoir, et puis quoi? Tant qu'on n'a pas créé un État palestinien avec des frontières claires, tu vois, bien définies, tu vois, et qu'on dise qu'on retire le droit de veto à certains pays, je vous assure, c'est impossible de faire quelque chose pour les États-Unis, pour la Palestine. Je te remercie, Fouad. C'est à toi. Barakallahu fikoum, barakallahu fik, et merci de nous avoir suivis. Et je vous dis à la prochaine dans un nouvel épisode. Salam. Merci beaucoup, shukran. Si vous appréciez ce podcast, eh bien sachez que vous pouvez le soutenir financièrement. Il y a 2 manières de le faire. Soit vous achetez mon livre, il est disponible sur Amazon, vous aurez le lien en description de la vidéo. Ou bien faire un don ou une sadaqa via une cagnotte. Et évidemment, vous pouvez toujours vous abonner et partager mes contenus, ça fait toujours plaisir. Salam.